euh, 8 octobre, j'aimerais parler de quelque chose que je ne maîtrise pas et j'aimerais l'intituler de la proto-pensée. Proto, c'est-à-dire une forme d'état euh, un peu premier, comme une sorte d'ébauche. Proto, ça doit être en relation avec avec un stade qui est euh, un stade euh, sorte, un stade un peu primaire, un stade un peu grossier. Donc une pensée faite avec des choses mal formées, mal finies, peut-être mal conçues, même mal conçues. Ce n'est pas le problème. Et sur le droit, je réclame pour moi le droit d'avoir une pensée ou d'avoir pour ambition de développer une pensée. C'est mon droit. Bien entendu, je dépasse cette étape-là et finalement, c'est un peu ma volonté à moi qui me pousserait à vouloir mettre en place une pensée, une proto-pensée qui me serait propre. Je sais que l'opération est impossible. On peut faire un constat le plus simple possible, on peut faire euh, une sorte de réflexion, une pensée, même la plus simple, elle ne sera jamais exempte d'influence. Je suis quelqu'un que des pensées venant d'ailleurs traversent. Certains s'accrochent pendant un certain temps. Je serai en quelque sorte une sorte de véhicule, peut-être un peu inconscient de certaines pensées. Donc quand j'exprime quelque chose, c'est ce que j'ai en fait glané au fur et à mesure de mes allées et venues dans le monde de la pensée. Voilà donc une pensée balbutiante. Pourquoi cela? Pour éviter d'être qualifié ou disqualifié ou d'être traité de sorte de prétendant euh, illégitime. Je revendique ma légitimité dans ce cadre-là. Mais je commence d'abord par installer une sorte d'édifice le plus sommaire possible. Juste, mais qui aura droit quand même à la désignation d'édifice. Il serait même fonctionnel. Je pourrais mettre en place une pensée qui pourrait correspondre à quelque chose, qui pourrait expliquer, qui pourrait éclairer, qui pourrait donner un sens, qui pourrait même tracer un avenir. Donc, permettre de comprendre, permettre de saisir, permettre de cerner, permettre de maîtriser une chose, un élément. Et peut-être je
passerait à la mise en place d'un système qui serait là encore une fois un système simple, sommaire, un système d'explication du monde, un système de réflexion sur le monde, un système d'analyse du monde, un système voilà donc déjà deux étapes. Une pensée plus un système de pensée, un système, quelque chose de beaucoup plus global et beaucoup plus intégrant. J'intégrerai le maximum de pensée, le maximum j'allais dire, d'intuition. Est-ce que la pensée peut s'opposer à l'intuition? Il y a dans le domaine de la pensée l'éruption d'intuition. Comme pour les accidents dans le domaine de la science, l'intuition est là aussi un élément très qui peut servir pour nous amener à nous rendre compte de quelque chose qui autrement serait resté hors de notre champ de notre champ d'appréhension, du champ de, comment dire, de saisissement, je ne sais pas comment le dire. Je peux avoir un problème aussi avec les mots, donc ça, c'est pas que la pensée, et il y a aussi la langue, et il y a aussi l'élément médiateur qui permet la transmission de cette pensée. Donc il peut y avoir une erreur d'utilisation, une erreur comment dire, pourrait un peu pourrait arriver à faire dire un mot ce qui ne dit pas. En réalité, ce qu'il ne dit pas de façon courante, dans une sorte d'effort pour expliquer, pour aller au-delà du sens normal d'un terme, même donc l'erreur est là aussi quelque chose qui fait partie de cette entreprise. Se tromper, être dans l'à peu près, être dans le n'importe quoi, là aussi c'est possible. Être dans pourrait même arriver, en fait, parce que je parlerai seul, je pourrais même être dans une sorte d'auto-persuasion. Je pourrais me retrouver en train d'élaborer un système de pensée qui ne serait compréhensible ou considéré comme tel que par moi-même. Je pourrais un peu, quelque part, m'auto-illusionner, m'auto-induire en erreur. C'est possible. Il y a le risque d'être entraîné par les mots
par une sorte de... C'est bien possible, puisque finalement, le problème de vigilance est à poser. Donc la pensée. Pourquoi la pensée? Finalement, la pensée est d'abord quelque chose qui puisse être transmissible. Donc, elle englobe un peu une série d'expériences. Elle est le résultat d'une série d'expériences, une série de rapports, une série de, de conclusions. Ces conclusions, évidemment, quelquefois elles sont mises un peu sous une forme synthétisée, de synthèse, sous une forme un peu ramassée, pour qu'ils puissent être facilement transmissibles. Il y a en nous ce besoin ou cette activité de transmission. Nous recevons des autres, de nos précédents, et nous continuons. Nous prenons le relais à notre tour et nous transmettons. Et ainsi une chaîne de transmetteurs. Ça a été le cas toujours, que ce soit dans les civilisations qui ne connaissaient pas l'écriture ou dans les civilisations qui l'avaient pratiquée. Donc là, on pourrait à ce moment-là un peu confondre la pensée et la culture. La culture pourrait être là aussi quelque chose qui engloberait la pensée et les choses qui seraient plus du domaine du non-pensée, du domaine de ce qui apparaît suite à un processus, j'allais dire, créatif, des choses qui n'obéissent pas à la raison, mais qui ne possèdent pas moins un caractère de validité. Elles contiennent en elles des informations, des éléments qui sont là aussi, qui ont un rôle à jouer. Donc la pensée, elle est plus dans un rapport au réel, un rapport qui doit être le plus rationnel possible. Il y a la rationalité qui intervient dans cet exercice-là. Donc la pensée est égale à la rationalité. La rationalité est égale, évidemment, les choses qui sont du domaine du perceptible, du domaine du sensible, du domaine du sensitif, du domaine de ce qui peut être constaté de façon, j'allais dire, de façon globale, enfin par tout le monde, qui peut être admis. La rationalité, c'est de prendre des éléments et de leur désigner un ordre. Il y a des éléments qui sont
de par leur statut, de par la fonction qu'ils exercent, des éléments déclencheurs. Il y a des éléments qui sont là aussi de par leur, leur état ou leur matérialité ou leur euh, ils sont le produit de quelque chose. Il y a une transformation, il y a un système de causalité, il y a une sorte d'enchaînement et il y a un début, une étape première qui est une étape nécessaire, une étape première par exemple de la transformation de la matière, et on arrive à une étape intermédiaire et à la fin, après plusieurs étapes, on arrive à l'étape finale qui est celle que on ne peut désigner que de cette façon-là. Il y a eu l'action d'un certain nombre d'acteurs pour arriver à obtenir ce résultat-là. Cette chose-là n'est pas tombée telle que du ciel. Elle a été produite suite à un effort et suite à une volonté. Voici que donc la rationalité, ça peut prendre les choses et ne les associer entre elles que quand cela est incontestable. On ne fait pas intervenir des explications, ou alors quand on n'a pas d'explication, on le dit et on attend le siècle d'après ou le millénaire d'après. On n'a pas d'explication. On ne va pas faire intervenir des forces invisibles, etc., surnaturelles. On n'est pas dans on n'est pas dans la chose imaginaire, la chose qui serait issue de nos de ce qui est en fait une faculté que nous avons, celle de penser que dans le monde puisse y avoir des forces dont nous n'avons pas la preuve, mais nous imaginons. Nous avons quelquefois foi en des choses sans les avoir expérimentées, sans avoir pu les expérimenter. Pourtant, nous y croyons. Quelquefois, cette croyance, elle est aussi forte, aussi opérante, que la croyance en la validité, par exemple, d'une action concrète, bien réelle. Donc il y a de nouveau un nouveau concept, le réel. Donc le réel opposé à ce qui est imaginaire, à ce qui est du domaine peut-être du supposé, du ce qui n'est pas est-ce qu'il n'est pas la chose connue et approchée et déjà je sors du propos, je ne sais pas pourquoi je me lance dans cet exercice.
Finalement, quelquefois, là aussi, un terme qui intervient, celui de l'intelligence. La capacité, la faculté à trouver une solution à un problème particulier. La solution, quelquefois, souvent la solution, si on la trouve, c'est qu'elle existait, elle préexiste au fait de la trouver. Je peux avoir un outil, mais cet outil, je peux l'utiliser d'une certaine façon pendant des années. Et un jour, je décide, parce que j'ai quelque chose qui demande à ce que je change ma façon de faire, donc je décide de l'utiliser d'une autre façon, façon inédite. Voilà que je découvre pour régler ce problème. Et je découvre que cet outil, finalement, il avait cette possibilité-là, il avait cette capacité-là, et pourtant, je ne m'en suis pas rendu compte. Cette découverte, la découverte d'un usage nouveau, la découverte d'une fonction nouvelle, mais le plus intéressant, ce n'est pas de trouver quelque chose de nouveau dans un seul élément, mais finalement dans l'association de plusieurs éléments. Je peux associer une matière avec une autre matière, et finalement de cette association nouvelle va naître un matériau, va émerger une possibilité que je n'avais pas auparavant. Je peux associer 2 éléments entre eux, 3 éléments entre eux, et ainsi de suite. Et donc je peux là aussi interchanger les éléments, mais à ce moment-là je rentre donc plus j'ajoute d'éléments, plus je me complique la tâche. Donc finalement j'ai une tâche, j'ai un besoin, un seul, donc je dois y répondre. Et souvent ce ne sont pas, à l'échelle individuelle, ce ne sont pas des découvertes majeures. Ce sont des petits arrangements. Mais cela est très intéressant. C'est marrant cette histoire que nous avons, par exemple, quand nous disposons de quelque chose, comment nous faisons en sorte de la faire tenir en équilibre, en faisant un peu sortir un élément, et ça permet, en fait, les éléments sont finalement pourraient être alignés selon, je veux dire, alignés de façon assez comparable, et puis finalement on crée une dissymétrie, et cette dissymétrie permet justement l'équilibre. L'équilibre de, non pas de l'ensemble, mais d'une partie. Je crée du déséquilibre qui, lui, est producteur d'un équilibre qui va être... Voilà comment on peut, par exemple, il y a un jeu, donc, au niveau des équilibres des éléments, peut-être ce sont là des expériences physiques, parce qu'on joue sur peut-être
je ne sais pas, sur la nature des éléments eux-mêmes, sur la capacité. Sortir, c'est pas sortir beaucoup, c'est il y a toujours un seuil. Voilà donc un mot, le seuil, qui est toujours. Donc finalement, on peut faire beaucoup d'expériences sans qu'elles soient extraordinairement euh, bousculantes, mais elles n'en demeurent pas moins et elles sont quelquefois interpellantes, quelquefois divertissantes, quelquefois étonnantes. Voilà, ça nous étonne de nous-mêmes. Et pourquoi je fais pourquoi je n'y ai pas pensé auparavant, pourquoi je n'ai pas finalement euh, par exemple, vous avez une plante qui pousse, et puis finalement vous avez un problème. Donc plus elle pousse en hauteur, plus elle donne prise au vent. Donc vous avez là un problème. Comment gérer ce problème? Faire en sorte, d'abord, parce que le vent peut la prise au vent, ça veut dire que le vent ne va pas la casser, mais il pourra la faire basculer. Voilà, donc on est dans cette confronté à une propriété de l'air. Voilà. Le vent peut faire cela s'il a la capacité, quand il y a une tempête et qu'un arbre chute, c'est que finalement, souvent, parce qu'il n'est pas enraciné assez profond, donc bien sûr un arbre donne prise au vent, mais s'il a un système racinaire assez près de la surface, donc le vent peut le faire chuter. Évidemment, le vent va faire chuter tous les arbres qui sont dans cette configuration-là, mais il va en faire tomber un certain nombre. Donc, voilà. Mais moi, je ne veux pas être victime, par exemple, du vent. Je me rappelle avoir ramassé un plant de tomates qui appartenait à une personne qu'il avait sur son balcon, sur le rebord de son balcon. Mais évidemment, elle n'avait pas assuré contre le vent. Le vent est arrivé, il a fait tomber le plant de tomates. J'ai été le ramasser, croyant le sauver. Ben finalement, moi aussi, j'ai donné prise au vent. Ben finalement, le vent, il a fait tomber parce que le problème, il venait non pas du fait qu'il était en position un peu délicate au niveau, au niveau du au niveau du balcon, au rebord du balcon, mais c'est plus parce que par rapport à cette prise au vent. Donc il y a cela, il y a des tas de choses. Donc nous pensons évidemment que nous avons les seuls à avoir la capacité de penser, et de penser non seulement de façon concrète, mais d'avoir la possibilité, je voudrais parler de la faculté de symboliser, mais je crois que j'en ai pas les moyens, alors je reste sur ce que je peux posséder. Donc c'est la faculté de réunir divers éléments entre eux et d'en faire une sorte de produit homogène, une pensée homogène basée sur des éléments finalement épars,
pas tout à fait hétérogène, mais épars. Et je déduis, bien sûr, cette chose-là, je ne pense pas que nous en soyons les seuls pourvus, mais des gens disent que l'humain a une spécificité que n'ont pas les autres êtres vivants. Donc, supposons que l'humain, alors j'arrive pas à cette spécificité de l'humain, en parlant comme je parle. Et ce qui fait que, évidemment, le langage, la capacité de faire comprendre, faire parvenir une représentation des choses. Voilà une nouvelle arrivée, la représentation. C'est quoi se représenter? C'est comment les choses sont perçues par nous. Comment nous nous les représentons. C'est quoi se représenter une chose? Si tu n'as pas la capacité de la convoquer et de pouvoir l'observer en son absence. Le fait de penser à un événement après qu'il se soit passé, finalement se représenter cet événement et essayer d'en tirer des conclusions. Le fait de se représenter quelque chose du passé. Je n'arrive pas à expliquer ce que c'est qu'un système de représentation comme je le voudrais. Se représenter le monde. En quoi c'est spécifique à l'être humain? Qu'est-ce qui nous prouve que cela est de la compétence exclusive de l'Homo sapiens sapiens? La réponse, pas de réponse. Voilà donc comment on peut souvent on fait la différence entre la raison et l'instinct, entre la chose, c'est-à-dire innée, et la chose acquise. Et fuir le danger, c'est quelque chose qui est souvent dans les dictons, dans les maximes, dans tout un tas de choses. Finalement, il y a beaucoup de conseils comme ça de prudence et de maintien à distance. Mais fondamentalement, cela, on le partage avec d'autres. Le fait d'éviter d'aller vers un danger, éviter le danger, même si pour cela on doit faire marche arrière. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de bravoure dans le fait d'aller à la mort. Il n'y a pas de mérite en nous faisant cela. Donc ce qui compte, c'est la sauvegarde de soi, plus que la défense d'une sorte d'idée qu'on se fait de nous-mêmes. La pensée, c'est le monde, on y est pour un certain temps, et on doit
exister de façon plus, la plus acceptable, j'allais dire, je pourrais dire aussi honorable possible. Je dirais que les gens qui sont plus dans le domaine de la pensée sont les gens qui ne sont pas tellement dans le domaine de l'action, qui ont été empêchés dans le domaine de l'action. Les gens qui élaborent de la stratégie, ce sont les gens qui sont quelquefois empêchés d'agir de façon spontanée. J'ai besoin de conquérir quelqu'un, or je ne trouve pas suffisamment de force pour cela, alors je vais élaborer tout un système de réflexion, de préparation, d'anticipation, etc., de scénario et tout, alors que quelqu'un d'autre ne va pas avoir besoin de cela. Pendant que j'essaie d'expliquer le monde, d'autres sont dans le monde. La pensée, quand elle est détachée de l'action, est une pensée invalide, invalidante, amoindrie, quelquefois même stérile, impuissante, tout un tas de choses comme ça. La pensée se nourrit d'action. L'action peut-être a moins besoin de penser. Parce que l'action, c'est la chose qui s'impose sans qu'on ait besoin de trop y penser. C'est la chose qui apparaît la plus naturelle, donc la plus spontanée, la plus instinctive à faire. Cela m'est apparu naturel. Donc je l'ai fait sans y réfléchir, sans y penser. J'ai pensé, toujours évidemment à mon niveau, j'y pensais. Toute ma vie, j'ai pensé. Sans amener cette pensée très loin. Je suis resté toujours dans une sorte d'infra, dans une situation finalement peu claire, peu intéressante. Je pense, mais je pense court. Je pense un peu. Mais penser beaucoup, penser bien, améliorer cette pensée, l'affiner, l'affûter, la mettre à l'épreuve, la partager, la faire exister ailleurs que dans ma tête. Et faire subir justement l'épreuve de son efficience ou de sa déficience. Quand un être se juge comme n'ayant pas été digne d'être de ce monde, d'avoir finalement peut-être même pris la place de quelqu'un qui aurait été lui beaucoup mieux. Une sorte de de se dénier le droit d'exister. Parce que non seulement les imperfections et
Les faiblesses ont été maintenues, mais en plus, tout ce qui pouvait finalement en réduire l'impact n'a pas été tenté. J'ai cru pouvoir penser. Je me suis nourri longtemps de cette affabulation. Ouais, je suis un penseur, un intellectuel, un homme de tête, un chercheur même, un quêteur. Beaucoup de vocabulaire, beaucoup de vocables pour rien. Je ne suis rien de tout cela. Il est vrai que j'ai été victime du système de l'écriture. Écrire est la chose la moins naturelle possible. Écrire est une activité qu'on s'impose à soi. Alors que parler est quelque chose qui nous est naturel. Parler en face de quelqu'un, parler avec soi, cela est facile. Et on peut rester comme cela longtemps. Si je commence par un propos, je suis assuré de pouvoir l'amener jusqu'à un certain stade et le laisser. Je peux le reprendre quelque temps après sans être inquiété du format que je vais lui donner, ce que je vais y mettre. Je ne suis pas inquiété par rien, ni par la durée, ni par... Je n'ai pas une feuille que je dois remplir. Je ne fais pas attention à mon écriture. Je ne fais pas attention à ma voix. Alors que quand j'écrivais, je faisais attention. Donc, un stylo qui m'allait, qui ne m'allait pas. Donc, quand je faisais une phrase, ben, j'étais déjà au bout de mes capacités. Je dis un mot, une phrase, et ça y est. J'ai pensé, ou j'ai réagi, ou j'ai formulé quelque chose pour la semaine, ou pour le mois. Voyez-vous ça? Ce qui est un peu au niveau de la pensée, c'est qu'elle n'est pas toujours très au courant d'un certain nombre, il y a de contraintes. Notre pensée peut être un peu extérieure par rapport à nos propres systèmes de fonctionnement. J'allais dire fonctionnement psychique ou fonctionnement, tous les fonctionnements possibles. Je peux par la pensée élaborer une vision de l'avenir, une sortie de crise, mais je sais que je n'en ai pas les moyens. Alors, verbalement, rationnellement, je peux me présenter les choses de façon très progressive, de façon très 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 complète, très aboutie. Tout est bien amené, il ne manque rien. Au niveau du constat simple,
une force ajoutée à une autre force, on obtient le double de force. On prend un élément, on ajoute un deuxième élément, on a là un ensemble. Et un ensemble qu'on peut faire agrandir et multiplier. Que, évidemment, ce qui compte souvent, c'est de commencer, de mettre en marche un processus. Si on a les éléments qu'il faut, on ne peut que réussir. Il reste toujours la possibilité d'échouer, mais elle serait assez réduite. Là, finalement, ça ne marche pas. Parce que dans la réalité, je peux dire des choses et finalement, juste après la fin de mes dires, je vais m'installer dans une sorte d'immobilité. Je vais me réinstaller dans ce que j'ai essayé d'expulser, de nier, comment dire, non pas de maudire, mais un autre terme un peu plus fort. Ça ne marche pas. Je sais pertinemment, je vais faire quelque chose qui va contre ma sauvegarde. Je vais continuer de participer à mon déclin, alors que j'ai les moyens, rationnellement parlant, j'ai les moyens, il me manque un élément. Dire en chimie, je ne sais plus comment on l'appelle, cet élément, j'ai oublié le terme, je l'avais, et je l'ai oublié, l'élément qui va faire en sorte que les éléments présents s'agglomèrent et coopèrent et produisent une réaction. L'élément activateur, ce n'est pas ça le terme. Mais ce terme, je l'avais, mais je l'ai perdu. Ma mémoire l'a égaré. En tout cas, on dit il suffit d'une impulsion. On a besoin d'un petit coup de pouce. On sait pertinemment, par des éléments rationnels, que cet élément, cette impulsion, on ne l'aura pas. Alors quoi faire? Quoi faire? C'est une question un peu... Quoi faire? Que faire? Quel est l'acte? Quelle est cette chose à laquelle on va faire appel pour nous redresser? Ah, peut-être qu'elle est... Voilà donc la pensée. C'est quoi la pensée? C'est un ensemble de représentations du monde, c'est un ensemble d'approches. Je pense, mais finalement, cette activité de pensée n'est pas si intéressante que cela. D'ailleurs, je pense, c'est souvent confondu. Quelquefois, on utilise un peu, je pense, je crois, sans trop les distinguer. Je pense
Je pense en fait ce n'est que moi qui pense là. Donc déjà ça m'isole, ça me met dans une sorte de singularité. Je ne veux pas penser individuel, je veux penser collectif. Je ne veux pas de la petite pensée, je veux de la pensée pan quelque chose. La pensée qui puisse faut qu'il y ait, je ne sais pas, il faut qu'il y ait un élément déclencheur, une sorte de défi ou une sorte d'impératif. Voilà, j'ai réussi à récupérer le mot en physique, un mot de catalyseur. Mais voilà donc, et le mot qui m'a échappé, pour ce qui est de maudire, voilà, on passe de maudire. Je ne l'ai pas trouvé, c'est trop loin. On essaie d'avoir quelque chose de clair. Et ça se... Et malgré tout, on perd un peu le contrôle sur ce qu'on dit. Et ça part un peu dans plein de directions. C'est vrai, je dis cela parce que je sais, en avouant mon ignorance, un peu de me faire pardonner à mes propres yeux, mais aussi de contourner un peu la difficulté dans laquelle je me retrouve quand je vois des gens qui maîtrisent leur sujet. On dit les ruses de la nature, il y a les ruses de l'esprit ou les ruses de la pensée. Quand les gens ont cette capacité de ruser par l'entremise des mots pour contourner un obstacle, quelque part, il y a des choses que à l'esprit, que cette faculté que nous avons, qui n'est pas que la pensée, mais qui est cet ensemble de choses. Alors, le sens de la répartie, je ne pense pas qu'on puisse le mettre du côté de la pensée. Là-haut, c'est quelque chose qui peut être comme un talent que certains ont et que beaucoup n'ont pas, une sorte de réaction spontanée, une réaction de défense, une réaction impulsive, instinctive. Certains ont ce sens de la répartie comme naturellement, alors que moi, je ne l'ai pas. Je trouve la répartie, alors que, évidemment, bien après l'action, bien après le moment. Je ne vais pas venir frapper chez la personne quelques jours après. Coco, j'ai la répartie. Trop tard. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui sont constitués d'expériences, de choses naturelles, de choses acquises, de façon quelquefois non volontaire. Des choses acquises dans le milieu, un milieu spécifique, des choses acquises au niveau du langage, des choses qu'on peut rencontrer par hasard. On ne sait rien comment ça se passe. C'est marrant de pouvoir être un penseur qui
qui continue la pensée d'un autre, détaché souvent de tout contexte de réalité. C'est très particulier. Je ne sais pas, j'ai pas d'exemple pour cela. Je dirais quand il s'agit de sociologie, à l'enquête. Bon, évidemment, on parle d'enquête, on parle de statistiques, on parle de choses comme cela. Mais souvent, il y a une hypothèse. Cette hypothèse, c'est elle qui va déterminer. Donc, on part avec une hypothèse et avec un questionnaire. Et le questionnaire lui-même, il est quelque part orienté. Il n'est pas... Je ne sais pas comment dire cette histoire-là. Quand quelqu'un pense, essaie d'analyser la pensée. Évidemment, quand quelqu'un parle de la pulsion de mort, la pulsion de mort. Peut-être qu'après, il a produit la notion inverse, la pulsion de vie. Moi qui, quelque part, un peu désirais la mort à un moment donné, pulsion de mort. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une pulsion. C'est vrai, quand je passais sur le pont, quelquefois j'avais peur. Est-ce la pulsion de mort ou est-ce le vertige? J'en sais rien. J'avais peur de me laisser un peu entraîner quelque part. J'avais peur. Donc je faisais attention. Mais si j'avais peur, c'est que parce que je n'avais pas... Si j'étais habité réellement par la pulsion, j'aurais pas eu peur et j'aurais plongé. Pourtant, je suis passé des milliers de fois et je n'ai jamais, même pas eu la petite idée de plonger. Pourtant, je parlais de la mort, un désir de mort. C'était peut-être un désir totalement abstrait, sorte, j'en sais pas, excroissance un peu langagière, j'en sais rien. Bon, en tout cas, si j'avais vraiment désiré la mort, je serais allé à sa rencontre. Et donc, la pulsion de mort, donc l'inventeur du concept, si c'est bien celui qui l'a formulé en premier, qu'est-ce qui lui a permis de justifier cette appellation et justifier le développement. Et quand je tombe sur quelqu'un qui, évidemment, d'autres gens ont repris ce concept, alors quand ils l'ont développé, ils l'ont enrichi, et puis on a quelqu'un qui arrive et qui va réfléchir, qui va penser. Donc là, il n'y a pas d'expérience. Pour ça, je parle la pensée détachée de tout contexte expérimental et tout contexte physique. Freud passait par la médecine, passait par la psychiatrie, avant d'arriver à s'intéresser au psychisme humain. Donc, il a élaboré ses théories sur les complexes, etc., etc. Donc, il y a là une sorte de problème, j'allais dire un problème de véracité, problème de crédibilité. Donc, simplement, à partir de son propre contexte, penser sa propre situation. Comment arriver,
finalement à faire en sorte que j'allais dire, ces mécanismes psychiques, ces contraintes psychiques, ces contraintes économiques, ces contraintes sociales se relâchent un peu, soient moins opérantes. Comment arriver, malgré tout, à s'en émanciper, ne serait-ce que temporairement, par la pensée. Penser qu'il y a toujours une sorte d'alternative, une sorte de possibilité autre. Il n'y a pas une sorte il n'y a pas un duopole, il n'y a pas une sorte de situation en deux temps, il y a une infinité de temps. Je me déplace. Donc quelque part, mon petit déplacement est déjà une sorte de résistance, un acte premier, aussi infime qu'il puisse être, un acte premier de détachement et de libération. Il est possible d'agir toujours malgré les contraintes qu'on peut imaginer énormes, qu'on peut imaginer traînantes. Mais voilà. Et il est possible que par le système, un peu le fait de s'imaginer ailleurs, là aussi uniquement par le truchement de l'imagination, l'évasion, s'évader par l'imagination, s'évader aussi par la pensée, penser l'autre, malgré que l'autre ne vous y a pas autorisé. Par exemple, j'essaie d'élaborer un savoir sur une catégorie de gens sans leur demander leur avis sur la question. Je m'autorise cette liberté-là. Voilà un peu comme ça, dans une situation totalement improbable. C'est parce que j'ai entendu quelque chose sur France Culture qui m'a laissé un peu tout à l'heure. Un certain Worms qui a invité quelqu'un, il m'a laissé. Je me suis dit, tu fais un truc. Donc je me suis invité moi-même, chez moi, et cet exercice est une preuve vivante, palpable, ce qu'on peut faire pour se situer au-delà de sa prison, un peu mentale, et sa prison sociale, et sa prison physique. C'est un exercice dans lequel j'essaie de faire plus que je fais habituellement. Je suis moi multiplié par un petit facteur. Donc je suis plus que moi dans ce moment-là. Après, je vais redevenir moi, mais en ayant fourni un effort physique et un effort cérébral. J'ai actionné quelques neurones. Je fais l'activité électrique de mon cerveau. J'ai fait en sorte qu'elle puisse fonctionner selon certaines configurations. Voilà, j'ai orienté, j'ai agi. C'est une forme d'action. Voilà, action et pensée en même temps. La pensée dans l'action et l'action dans la pensée.
voilà, la chose est un peu... et finalement, enfin, j'arrive à relier ces deux pôles qui doivent toujours fonctionner en binôme. Voilà, euh, je, j'espère ne pas avoir trop raté mon coup. Je me donne rendez-vous à un autre moment. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Voilà. Simplement, on essaie quand même, il y a cette idée. Que finalement, la pensée est aussi un savoir. C'est vrai que peut-être je suis toujours, malgré mon âge, ne suis qu'une sorte d'apprenant. Et malgré tout, j'aimerais finir une sorte, j'imagine, une sorte de temple indien dans lequel il y a une infinité de statues de toutes sortes. Et moi, j'aurais peut-être la possibilité d'apporter ma pierre à l'édifice. Une petite statue de Krishna ou de, je sais pas, ou de Vishnu ou de n'importe quoi. Euh, D'être quelque chose simplement là, pas d'aussi majestueux que, que ce que je viens de citer, mais on va dire un personnage mineur de la, euh, de la Bharata, de la légende ou de l'épopée hindouiste, un personnage, voilà, simplement, et j'aurais, voilà, au niveau de la pensée, comment on peut contribuer à l'effort universel par un petit quelque chose. C'est sûrement pas essentiel, mais ça participe de l'ensemble. J'espère pouvoir mieux disposer mes idées, mieux les articuler, mieux les exprimer dans un prochain développement.